Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Pour cette histoire botanique, mon cher Pierre, on va évoquer l'histoire d'un personnage d'une importance incroyable dans le domaine de la botanique et, je devrais dire, le domaine du monde vivant. Parce qu'il s'est non seulement intéressé aux végétaux, mais il a fait de même avec les animaux. Je veux parler de M. Carolus Linnaeus, que l'on connaît mieux sous son nom de Carl von Linné, puisque après 1762 et avoir été anobli, il a eu le droit d'utiliser le von, qui voulait dire noble, et il a pris une francisation de son nom. Avant, il avait ce nom latinisé, qui était l'apanage des savants du XVIIIe siècle. Donc c'est un personnage qui est né le 23 mai 1707 dans un domaine situé dans le comté de Cronenberg, dans le Småland en Suède. Il était fils d'un pasteur, mais qui était aussi quelqu'un qui adorait les plantes et qui a dû transmettre très 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 vite la passion de la botanique à son fils, parce que dès 5 ans, Karl faisait déjà un petit jardin. Tu connais un petit peu ce personnage? Je le connais de nom, après je ne connais pas sa vie vraiment dans le détail. Alors c'est une vie assez incroyable, puisque à l'âge de 9 ans, exactement le 10 mai 1716, il s'en va. Il va à une quarantaine de kilomètres de son domaine familial pour suivre des cours où très très vite on l'appelle le petit botaniste, parce que il n'apprend pas la botanique au départ, il apprend la médecine. C'était beaucoup plus chic à l'époque. Mais comme on enseignait dans les cours de médecine principalement l'usage des plantes médicinales, il s'est passionné très très vite pour les végétaux. Le docteur Stenson Rothman, qui était son professeur d'histoire naturelle, réussit à convaincre ses parents de ne pas lui imposer une carrière religieuse, parce que à cette époque-là, on était pasteur de père en fils. Donc, comme le père était pasteur, il fallait que le fils le devienne aussi. Puis il lui dit, il faut qu'il continue les études de médecine, parce qu'il est très doué, il va faire quelque chose de très bien. Et donc, il s'en va dans une autre université, d'abord à Lund, puis après à Uppsala, en 1728, et il apprend donc cet enseignement. Et Uppsala est important parce qu'il va y faire toute sa carrière de classification dans la botanique et dans la zoologie. En 1732, il part en Laponie, un voyage dans lequel il trouve des plantes, il herborise, et c'est important la Laponie, parce qu'il y a une plante qui s'appelle la Linéa. Tu connais le Linéa? C'est une plante justement de Laponie, et je pense qu'elle a été dédiée parce qu'il avait été en Laponie. Et après, il se dit, oui, il faut que j'aille aussi voir d'autres personnes. Il va à Londres, il rencontre tous les grands botanistes scientifiques de son époque, il va aussi en Hollande. Il se dit, il y a quand même une chose importante. Quand on apprend la science, quand on veut développer la science, il ne faut pas que ça soit un foutoir, il faut qu'on classifie les choses, il faut que ça soit répertorié, il faut qu'il y ait des noms, il faut qu'il y ait un classement, une idée de systématisation. À l'époque, c'est pas du tout comme ça, et en 1735, il écrit un livre qui va déjà le porter au pinacle des naturalistes, qui s'appelle Systema Naturae, et il commence à ranger donc déjà 3 règnes. Ça a l'air évident aujourd'hui. Les minéraux, les végétaux, les animaux. Et puis il fait les classes, des ordres, des genres, des espèces. Il écrit d'autres livres un petit peu dans le même genre, avec Fundamenta Botanica en 1736, Critica Botanica, donc des ouvrages dans lesquels il commence déjà à réformer complètement la botanique de l'époque. Et puis, le premier livre majeur, 1736, Genera Plantarum. À l'époque, il décrit 935 genres, c'était que ce que l'on connaissait. Mais il commence à avoir une notoriété internationale, et puis il va créer une équipe d'aventuriers, de gens qui vont parcourir le monde entier
pour lui envoyer des échantillons, pour lui envoyer des descriptions. Et il va avoir une correspondance absolument invraisemblable avec tous ces scientifiques de terrain, puisque aujourd'hui, la Société linnéenne de Londres possède plus de 7000 lettres de correspondance, soit de quelqu'un qui a écrit à Linné, soit de lui-même qui leur a répondu. Et à l'époque, il avait 170 correspondants suédois et 400 à l'étranger. Et il va se mettre à faire un boulot de fou. Un boulot absolument incroyable, puisqu'il va identifier près de 6000 espèces végétales et 4400 espèces animales en créant cette fameuse classification binominale que l'on a conservée jusqu'à aujourd'hui, qui est tout être vivant doit avoir, on va dire, un nom et un prénom, c'est-à-dire un nom de genre accompagné d'un nom d'espèce. Il va obtenir en 1741 la chaire de botanique à l'université d'Uppsala. Il va la conserver pendant toute sa vie. Il a inventé un truc marrant aussi, l'horloge de Flore. Ça te dit quelque chose, l'horloge de Flore? Il avait observé que les végétaux, enfin certains, ont un comportement particulier avec des fleurs qui s'ouvrent ou qui se ferment à des périodes précises. Et il en avait fait toute une liste, et en mettant à chaque heure, celle-là s'éveille, celle-là se ferme, etc. Et il avait créé, donc dans le jardin botanique d'Uppsala, une sorte d'horloge avec ces végétaux qui étaient vraiment particuliers. Alors, après, il y en a d'autres qui ont fait d'autres horloges de Flore. C'est pas d'une précision extraordinaire. Et puis, il faut atteindre 1753 pour le plus monumental ouvrage qu'il a pu réaliser, dans lequel il y a plus de 8000 espèces décrites et qui s'appelle Species Plantarum. Et c'est cet ouvrage vraiment de référence dans laquelle il y a cette fameuse nomenclature binominale. Et il a fait, en 1758, donc 5 ans plus tard, Systema Naturae, avec la classification des animaux. Et c'est là qu'il a fait une révolution pour l'époque incroyable, puisqu'il a placé l'homme au sein des mammifères primates et il a créé le genre Homo, et avec l'espèce Homo sapiens. Il faut se remettre dans le contexte de cette époque qui était hyper religieuse. Considérer que l'homme était un primate, c'était totalement iconoclaste, c'était invraisemblable. Linné est mort le 10 janvier 1778, d'ailleurs la même année que Voltaire et Rousseau. Il a eu une célébrité qui a largement égrené au-delà de l'Europe, et il est devenu une sorte de mythe pour tous les naturalistes, si bien qu'en 1787, ont été créées à Londres et puis après à Paris, dans d'autres villes, donc les sociétés d'histoire naturelle qu'on appelle les sociétés linnéennes. Et vraiment, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est cité en permanence. Pratiquement dans chaque émission, on vous dit telle plante, eh bien, elle a été créée par M. Linné. Et quand vous voulez savoir si c'est lui qui a bien nommé la plante dont il s'agit, généralement, vous avez donc le genre, l'espèce, et après, vous avez un L majuscule avec un point. Ça veut dire nommé par M. Linné. Aujourd'hui, cette classification binominale, enfin, ou du moins cette classification classique, on va dire, est remise un peu en cause, parce que Linné s'était basé sur les organes sexuels des fleurs. Aujourd'hui, on a des méthodes d'investigation qui sont beaucoup plus complexes, et on a développé une classification phylogénétique pour les plantes. À partir de 1998, il y a eu des remaniements en 2003, 2009 et 2016. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on recherche toute la filiation de ces végétaux. On recherche aussi dans leurs cellules, notamment au niveau des ribosomes, s'il y a des choses qui sont apparentées. On trouve des parentèles tout à fait inédites, je dirais, mais ça, c'est une autre histoire et on verra une autre fois. On termine notre émission comme ça. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement.
Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.